Donc, sur ça, je vais laisser la place à Tamilia, pardon, pas à Tamilia, à Tatiana, pardon, qui va nous présenter Water Arroyos and Blackouts, Exploring Political Ecologies of Water in Barranquilla. Bonjour, je m'appelle Tatiana Acevedo, je suis étudiante de doctorat, de 3e année de doctorat. Et tout d'abord, je veux m'excuser parce que ma présentation visuelle est en anglais, car j'écris la proposition, mon projet de recherche, je l'écris en anglais. Mais je vais essayer de faire mon mieux en français ce matin. Mais bon. Et donc, eau, arroyos et panne d'électricité, exploration des political ecologies de l'eau à Barranquilla. Alors, quelques jours après mon arrivée à Barranquilla, en août 2013, j'étais invitée à un barbecue à l'une des communautés fermées situées dans des quartiers du nord de la ville et habitées principalement par des jeunes couples. Et comme beaucoup de gated communities, des quartiers fermés, des classes supérieures dans des villes plus chaudes de la Colombie, celui comprenait 2 bâtiments, jardins passagers, une grande piscine et un spa composé par un sauna et un hammam, 2 ensembles de salles de bain et plusieurs douches. En fait, je trouvais le dessin exact de cet espace sur la page web de l'agence immobilière. Donc, là ici, le barbecue, on l'a eu ici. Soudain, la conversation devint silencieuse puisque les voisins regardaient 2 femmes afro-colombiennes, des travailleurs domestiques, à l'un des appartements du bâtiment, qui ont traversé le corridor de la piscine en direction de la zone de spa. Et rapidement, certains ont exprimé leur préoccupation face à la possibilité que les 2 domestiques étaient en train d'utiliser soit le sauna ou la hammam. Autre a expliqué rapidement qu'elles étaient en train de prendre une douche. Comme la plupart des travailleurs domestiques dans les bâtiments n'ont pas d'accès régulier à l'eau dans leur propre maison, elles profitaient des douches dans les spas pour se baigner avant de retourner à leur quartier après la journée de travail. Le groupe a décidé de toucher le sujet lors d'une prochaine réunion des propriétaires pour interdire aux domestiques d'entrer dans la piscine et la zone de spa. Mais ce n'était pas la première discussion ou débat ou tension que j'ai entendue cette semaine à Barranquilla par rapport à l'eau. Car entre les chauffeurs de taxi et dans la presse et la radio, nombreux débats autour de la mauvaise qualité de l'approvisionnement de l'eau en eau dans certains quartiers, coupures d'eau, tarifs élevés et non-potabilité avaient lieu. Les gens ne parlaient pas seulement de l'approvisionnement de l'eau, mais aussi de la pluie. Les tempêtes quasi quotidiennes de juillet à décembre et les arroyos que la pluie entraîne. Les arroyos sont des torrents de ruissellement urbain qui inondent certaines rues de la ville pendant les mois d'hiver. Ceci résulte de la topographie de la ville qui se caractérise par une double déclination de l'ouest à l'est vers le fleuve Magdalena et du sud-est à nord-est vers la mer. Le développement urbain rapide et non planifié, puis l'absence de ségus pluviaux dans plusieurs quartiers de la ville. Ainsi, en plus de parler d'approvisionnement d'eau et de la pluie et des arroyos, les gens parlaient également de l'électricité. Le manque d'investissement dans les infrastructures d'énergie, par exemple lignes de distribution, câbles, stations, transformateurs, produit des coupures d'énergie systématiques et étendues dans certaines parties de la ville. Alors, ceci à son tour déclenche des coupures d'eau, car ça coupe l'alimentation de ces stations de pompage dans beaucoup de quartiers de la ville. Alors, mon but dans cette thèse, dans ce projet de recherche, est de déterrer le flux d'eau en milieu urbain, son approvisionnement, la circulation et évacuation, pour voir ce qu'elle relève, ce que cette flux relève sur Barranquilla, sur ses habitants, sur leurs relations politiques, économiques, sociaux. Je commence au début des années 80, quand les vagues successives de migration interne ont conduit à l'urbanisation rapide de la frontière méridionale de la ville. En outre,
au cours de cette période, les arroyos ont augmenté en intensité et en fréquence. J'ai ensuite continué avec la fin des années 80 et à travers les années 90, quand l'entreprise de services publics de la ville a traversé une crise profonde, provoquant une série de situations d'urgence sanitaire. En 1990, par exemple, il a laissé les habitants sans eau pendant 8 jours. Ainsi, après une intervention de la Banque mondiale, des réformes ont été mises en œuvre et les entreprises ont finalement été vendues à des sociétés privées. Ce sont aussi les années où les études et des projets sont entrepris pour contrôler certains des arroyos. Je conclus avec une analyse de la dernière décennie qui a été caractérisée par la proteste intense, la mobilisation intense concernant l'approvisionnement en eau dans certains quartiers de la ville. Alors, plus précisément, j'ai 3 objectifs. 1. Analyser comment à Barranquilla, les mécanismes d'accès ou d'exclusion à l'approvisionnement en eau et de drainage sont la preuve du pouvoir de l'État et les relations de pouvoir politique et économique. Je me concentre sur le rôle des projets de développement, comme les projets de la Banque mondiale, dans la perpétuation et la reprise de ces relations de pouvoir. 2. Après en Inde, je soutiens qu'il est important de s'éloigner des théorisations binaires, ce qui sont, ce qui n'ont pas. Au contraire, je vais mettre l'accent sur les pratiques quotidiennes à travers lesquelles les habitants de Barranquilla accèdent effectivement à l'eau, telles que l'utilisation de la douche, de la piscine par les femmes de ménage. Ces pratiques mettent à nu, montrent les relations politico-économiques et de pouvoir et la façon dans laquelle elles sont contestées. 3. Et finalement, je cherche à retracer les relations entre les arroyos, l'énergie et l'approvisionnement en eau. Comme les eaux pluviales dans les arroyos abîment à la fois l'infrastructure de provision d'eau, distribution d'eau et d'énergie, ils provoquent des pannes d'électricité et des coupures d'eau. En même temps, comme je l'ai dit, les défaillances systématiques sur l'infrastructure d'énergie produisent des pannes d'électricité qui produisent à leur tour des coupures d'eau, car ça coupe l'énergie dans des pompes d'eau. L'étude de l'approvisionnement et des drainages de l'eau à Barranquilla est intéressante car elle constitue un cas assez atypique par rapport au reste de la Colombie. D'une part, alors que la plupart des grandes et moyennes villes de la Colombie continuent à être propriétaires de leurs compagnies d'eau, celle de Barranquilla a été vendue à des entreprises privées en 1993. Donc, parmi les 4 plus grandes villes de la Colombie, Bogotá, Medellín, Cali et Barranquilla, Barranquilla est la seule qui n'est pas propriétaire de ces entreprises de services publics. D'autre part, alors que la plupart des villes moyennes et grandes de la Colombie ont construit des systèmes de ségouts pluviaux municipaux au cours des années 50 et 60, Barranquilla a construit son système d'eau pluviaux inégalement en privilégiant certains secteurs de la ville tout en négligeant complètement les autres. Donc cette étude, j'espère, fournira les services municipaux de la ville et les responsables gouvernementaux avec des informations pour contextualiser les problèmes actuels d'approvisionnement en eau et de drainage. Ce projet s'adresse aussi à plusieurs débats actuels en géographie. Précisément, cette recherche élargit des idées sur les rôles des projets de développement en retravaillant les géométries des pouvoirs, reproduisant souvent des formes existantes d'exclusion. Deuxièmement, il développera des approches au rôle de l'infrastructure à cultiver ou délimiter les pouvoirs de l'État. Ainsi, il mettra l'accent sur le rôle du drainage, que c'est une infrastructure d'eau qui est généralement négligée dans les études. Troisièmement, il contribuera au débat sur les pratiques de négociation quotidiennes à travers lesquelles les résidents d'une ville ont accès à l'eau. Et finalement, l'étude contribuera à la théorie sur la façon dans laquelle la matérialité de l'eau est essentielle au processus politique urbain. C'est un débat important étant donné les appels par des différents chercheurs d'éviter de traiter la nature comme un substrat passif sur lequel la politique agit. Donc, pour vous donner un peu de contexte, Barranquilla est la capitale actuelle du département de l'Atlantique, la plus grande ville de la côte caraïbe colombienne. Il a une population d'1,5 million
habitants, dont les 13% est afro-colombien. C'est important de mentionner que ces chiffres du recensement sont contestés par les dirigeants et les organisations afro-colombiennes qui affirment que la population afro-colombienne est de 60% dans la côte Caraïbe. Donc il y a un grand écart entre les chiffres officiels et les chiffres de la population. Au cours des 3 premières décennies du XXe siècle, la ville était le principal port fluvial et maritime de la Colombie. Donc, dans cette époque-là, la ville a beaucoup grandi, il a eu une croissance économique importante, mais après les années 40, c'est la ville de Buenaventura sur la côte pacifique qui est devenue le principal port. Donc, le déclin de la ville portuaire a conduit à une récession industrielle à Barranquilla, et tout au long des années 80, dans le cadre du conflit interne, personnes déplacées à l'intérieur, déplacées violemment de leur maison dans des petites villes ou des zones rurales, ont commencé à s'installer à Barranquilla. Donc, au cours des années 80 et jusqu'à 1998, par exemple, 100 400 personnes déplacées se sont installées à Barranquilla. Et la plupart de ces groupes ont construit des quartiers informels dans le sud-est de la ville. Donc, dans l'année 2000, plus de la moitié de la population de la ville vivait dans des quartiers informels. Au cours des années 80 et 90, les services publics de la ville ont traversé une crise et ont fait objet de divers projets de développement et de réforme. Une décennie plus tard, aujourd'hui, les personnes ayant accès à l'eau courante reçoivent une très mauvaise qualité de service. En outre, les pannes d'électricité récurrentes entraînent des coupures d'eau. Et dans le même temps, les habitants des quartiers informels se plaignent de leur manque d'accès à l'approvisionnement de l'eau, du drainage et de l'électricité. Donc, de nombreux résidents, en particulier dans le sud de la ville, souffrent des conséquences des arroyos aussi. Et il y a des protestations presque hebdomadaires dues aux tarifs élevés, approvisionnement d'eau, coupure de services et manque de pression. Donc, ici, on dit on en a marre d'Electricaribe, c'est l'entreprise d'électricité. Et ici, on voit aussi une proteste. Electricaribe, c'est l'entreprise, c'est l'énergie qui estafa y mata, qui tue et que c'est un arnaque. Alors, le cadre théorique. Avec tout ça à l'esprit, je vais tirer des 5 groupes de littérature. Tout d'abord, je vais travailler avec la littérature qui met l'accent sur les réseaux entre les objets sociaux et naturels et l'analyse de l'eau comme socio-nature, c'est-à-dire comme un processus historique et géographique dans lequel la société et la nature sont inséparables socialement, produites et transformables. En conceptualisant l'eau comme socio-nature, l'accent peut être déplacé des conséquences des activités humaines sur l'eau à la façon dans laquelle l'eau a incorporé et exprime les relations sociales. Donc, m'appuyant sur cette littérature, j'ai l'intention de comprendre la société de Barranquilla comme le produit de ses collaborations avec l'eau, au lieu de voir l'eau comme quelque chose en dehors de la société de Barranquilla. 2. Je tire également sur le travail qui souligne la façon dont les géométries du pouvoir, formées par les acteurs humains et non humains, ont une influence sur qui aura accès ou contrôle sur les ressources. C'est-à-dire, la production d'eau est un processus politique qui reflète des tensions plus larges dans la société urbaine et ne peut être séparé des processus de genre, race et formation des classes. Aussi, les chercheurs ont fait appel à des analyses sur la façon dans laquelle les paradigmes conventionnels de développement tendent à rendre techniques les politiques d'inclusion et exclusion. En suivant cette approche, ce que je veux, c'est être conscient du fait que la gouvernance de l'eau et le développement sont des processus politiques, même s'ils sont souvent dépentés comme des questions purement techniques. 3. Je complète cette perspective avec le travail sur le rôle de l'infrastructure d'approvisionnement en eau dans le pouvoir de l'État. Je construis sur la notion de tool power, utile pouvoir. C'est l'idée que les objets sont à eux-mêmes source de pouvoir.
et l'infrastructure permet de créer, détruire ou limiter les contours de ce que nous appelons l'État. Alors le tuyau, c'est l'État. Et alors que les réseaux d'approvisionnement en eau au milieu urbain ont été le centre de plusieurs travaux, ce sont les systèmes de drainage qui ont reçu beaucoup moins d'attention. Donc, cette étude cherche à mettre l'accent non seulement sur les rôles d'infrastructures d'approvisionnement en eau, mais aussi dans les rôles des fossés de drainage, tuyaux de descente et canaux de drainage dans ce processus de construction de l'État. 4. Je vais m'appuyer aussi sur les travaux récents sur les moyens par lesquels les habitants des quartiers informels de la ville accèdent à l'eau. En particulier, je m'appuie dans les travaux d'Anand, qui utilise l'analytique de la pression, la métaphore de la pression, pour comprendre comment les gens réclament l'eau à Mumbai. L'auteur explore la façon dans laquelle les habitants de certains quartiers font de différents types de pression pour accéder à l'eau. Alors, l'eau, je vais regarder ça dans mon étude, peut être mobilisée en exerçant pression, par exemple, sur les ingénieurs, les entreprises, en les demandant ou les payer pour faire des réparations ou des connexions informelles. On peut aussi exercer de la pression sur les hommes politiques, sur les leaders politiques, en train de négocier des votes, par exemple, de la famille ou de la communauté en échange de l'eau. On peut aussi faire de pression dans les pompes, de pression physique pour avoir l'eau, pour avoir accès à l'eau. Et on peut utiliser des autres équipements pour établir des liens d'eau clandestins. Donc, ce n'est pas une pression seulement politique, mais aussi une pression physique sur des infrastructures pour avoir l'eau. Finalement, cette étude est consciente de la matérialité de l'eau. Et je m'appuie sur des études qui attirent l'attention sur l'importance de l'eau, de ses propriétés spécifiques et comment ceci pourrait influencer l'évolution socio-spatiale et être une source d'imprévisibilité et d'indiscipline. Je construis aussi sur le concept de technopower de Mitchell. En tant que technique et expertise en ingénierie sont créées en combinaison toujours avec des forces biophysiques. Donc, qu'est-ce que je vais voir avec cette littérature? Je vais regarder comment ce qu'on appelle la nature ou le monde matériel se déplace dans et hors les formes humaines, ou se produit comme des arrangements, comme par exemple un arroyo canalisé, qui sont d'ordre social, mais aussi naturel, technique, mais aussi matériel. Alors, pour ma méthodologie, je vais suivre une approche multiméthode, combinant des données à la fois qualitatives et quantitatives. Et j'ai rassemblé, je l'ai déjà fait, je suis en train de le faire, 5 types de données pour accroître les possibilités de vérification du matériel empirique et améliorer mes conclusions théoriques. Donc, tout d'abord, j'ai ramassé la régulation et les changements des lois. Donc, j'ai construit une base de données avec des lois, décrets, résolutions, décisions de la justice, et sentences constitutionnelles et d'autres réglementations relatives aux services publics et pour la période 1909-2012. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais suivre les décisions législatives qui ont affecté négativement certains quartiers, tout en bénéficiant d'autres. Je vais aussi suivre les changements dans la réglementation à l'égard de l'extension des services publics à des quartiers informels. Et je vais également faire une carte et mapper l'extension des réseaux d'approvisionnement en eau et les infrastructures de drainage et analyser quelles régions, quels secteurs de la ville n'ont pas été inclus. Je vais aussi ramasser des documents techniques. Et j'ai 2 minutes. Et donc, j'ai ramassé des documents techniques de la Banque mondiale, de ce projet de la Banque mondiale, et j'ai ramassé aussi des documents toutes les études techniques qui ont été réalisées par rapport aux arroyos.
avec ça, je vais voir la nature de ces interventions techniques et je fais une analyse de la presse, des journaux. Je vais voir le discours des élites centrales et aussi je vais construire une base de données avec toute la mobilisation qui a été faite en ville pour avoir accès aux services. Et je vais documenter les situations de crise dues à les arroyos. Je fais aussi des interviews avec les personnels des services publics, des organismes de réglementation, les politiciens locaux et nationaux, des représentants de la communauté et surtout des membres de la communauté, des communautés affectées. Et finalement, je fais une enquête. Je suis en train de la faire en ce moment-là, dans 3 quartiers de la ville, ceux qui sont plus affectés, l'un par le manque d'accès à l'eau, l'autre par les coupures systématiques d'électricité et la dernière à cause des arroyos. Donc, en conclusion, cette recherche a 4 objectifs. Et j'aimerais bien, à la fin de la recherche, avoir 4 groupes de conclusions. Les premières, c'est au sujet des géométries des pouvoirs. Donc, autrement dit, des rapports de force politiques et économiques qui se reflètent dans l'accès et l'exclusion de l'approvisionnement en eau et de drainage. Comme je vous l'ai dit, je vais me concentrer dans le rôle des projets de développement et de drainage comme moyen de retravailler des géométries de pouvoir d'un nouveau moyen ou de reproduire les formes existantes des inégalités. Donc ici, ça c'est un arroyo canalisé au nord de la ville, là où j'étais au barbecue. Ça c'est un arroyo qui bien sûr n'est pas canalisé dans le sud-ouest. Ce sont les quartiers que je suis en train d'étudier. Ça c'est le nord de la ville, c'est les bâtiments où je suis allée, et ça c'est comme un signe dans la rue qui montre quand il y a un arroyo peligroso, un arroyo dangereux. Donc on sait déjà qu'on ne peut pas passer par là parce que s'il pleut. Donc 2, analyser le rôle de l'approvisionnement en eau et de drainage dans la production du pouvoir de l'État à Barranquilla. Donc, où est l'infrastructure et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la construction de l'État? Ici, on a une communauté qui a arraché leur compteur d'eau et ils sont en train de le retourner, comme dans le conseil municipal de la ville. 3, je veux comprendre la façon dans laquelle les habitants de certains quartiers font de différents types de pressions, comme je vous l'ai dit, pour faire circuler l'eau. Donc, là, on voit une mobilisation à cause des factures. Et puis, je vais documenter, en étant conscient de la matérialité de l'eau, la façon dans laquelle les propriétés spécifiques de l'eau influencent l'évolution socio-spatiale et sont une source d'imprévisibilité et d'indiscipline. Je vais me concentrer sur les implications des arroyos avec un accent particulier sur la manière dont la propriété biophysique de l'eau affecte l'infrastructure d'électricité et sur la manière dans laquelle l'électricité affecte les stations de pompage et produisant des coupures de l'eau. Donc là, on voit, ça c'est un journal national qui nous raconte qu'une panne électrique a laissé sans eau à Barranquilla, mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que cette panne électrique a été causée par la pluie. Donc c'est l'eau qui a causé la manque d'électricité, qui a causé la manque d'eau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tatiana. J'ai oublié de mentionner, dans le fond, que j'allais faire, pour les présentateurs, je vais faire un signe pour 2 minutes quand il reste 2 minutes, pour éviter que ça se passe. Donc, pour la prochaine, dans le fond, je vais prendre une période de questions quand même assez brève. Est-ce qu'il y a des questions? Tatiana? Oui, Michel. OK.
En fait, j'aimerais savoir s'il y a un moyen de quantifier les investissements dans les différentes zones de la ville, les investissements par rapport à l'eau, puis peut-être le comparer avec, disons, les salaires moyens des gens. Oui, c'est pour ça que je suis en train de faire cette base de données par rapport aux réglementations. Donc c'est ça que je veux faire. Je veux voir où les plus grands investissements ont été faits. Et dans mon enquête, j'inclus une section sur les revenus de ces familles-là. J'inclus une section aussi sur les tarifs, combien ils payent, s'ils ont des dettes avec les entreprises, parce que presque tout le monde que j'ai interviewé avait des dettes avec les entreprises. Donc oui, je vais le faire. Bien renforcé, c'est super intéressant. Merci. Oui, merci beaucoup, Yana. Je trouvais ça aussi très intéressant. La problématique est vraiment bien expliquée. Elle est très actuelle et pas seulement en Colombie où tu l'as présenté, mais c'est vraiment des problèmes qui émergent à différents degrés de caricature, je dirais, à travers le monde. Tu cites Latour, donc c'est bien Bruno Latour et l'acteur Network Theory dont tu parles? Oui. Okay. Donc oui, les réseaux d'acteurs, les réseaux socio-écologiques, c'est un cadre très difficile à implémenter en général, c'est ce qu'on voit dans la littérature. Là. Et principalement quand on a des sources de données qui sont différentes, quantitatives, qualitatives. Jusqu'où tu veux pousser l'utilisation de ce cadre théorique pour ton analyse? Il y a quand même aussi beaucoup d'objectifs, là ça paraît énormément de travail. Oui. Alors, je bois de Bruno Latour, je prends de lui deux choses. Une chose, c'est de penser l'eau comme une socio-nature. Donc, dans chaque aspect de l'approvisionnement en eau ou de drainage, je vois des relations de pouvoir. Donc, en faisant ça, et je vois l'état aussi. Donc, en faisant ça, je suis déjà en train de regarder l'eau comme une socio-nature. Et deux, je suis toujours consciente, j'essaie d'être toujours consciente de la matérialité de l'eau. Donc, c'est pas quelque chose qui est là, sur laquelle on a des influences, mais elle-même, elle a une agence. Donc, c'est pour ça, en fait, en pensant ça, c'est à cause de Bruno Latour qu'à Barranquilla, je me suis dit, mais je dois mettre la matérialité, comment je la vois. Et dès que je suis arrivée, j'ai vu un arroyo comme 2 jours après. Et après, j'en ai vu plusieurs. Donc, c'est la force de l'arroyo qui m'a fait penser, oui, c'est ça la matérialité, c'est ça l'agence de l'eau. Et c'est à travers de l'étude des arroyos que je peux montrer comment cette unruliness, cette indiscipline de cette ressource biophysique. Donc, c'est en faisant ces deux choses que j'incorpore We have never been modern et tout ce que la political ecology a travaillé sur Bruno Latour. En complément, je peux, s'il n'y a personne d'autre. Une question après, mais vas-y. Voilà. Je vais essayer de faire vite. Donc c'est quand même un réseau dans lequel est intégré l'élément eau. Est-ce que tu veux faire des descriptions de ce réseau? Est-ce que tu veux décrire la structure des relations entre les hommes, la nature, les différents acteurs à travers les relations de pouvoir? Ou c'est juste un cadre très flou? Tu n'as pas besoin de répondre très longtemps. Bon, ça dépend parce que c'est quand même ambitieux de dire non, je vais suivre comme la rivière Magdalena et je vais voir comment elle est apportée en ville. Mais je pense que dans le cas des arroyos, je peux le faire. Comme je peux le faire dans mon étude de cas, dans ces quartiers où je me suis concentrée. Parce que là, c'est plus facile de voir comme tous les réseaux, la pluie, l'arroyo, puis après, c'est ce qui se passe après, comment les gens sont habitués à vivre avec ça, quelles sont leurs façons de réagir quotidiennement. Donc là, je peux voir comment... Et aussi parce que le réseau de drainage, c'est un réseau beaucoup moins comme caché que les réseaux de l'électricité ou que l'eau. Parce que les réseaux de drainage sont souvent des canalisations comme on les a vues, ou sont plus grands, on peut les voir.
Donc c'est à cause de ça aussi, on dit, Carbonen, un auteur, il dit que c'est à cause de ça qu'ils ne sont pas très étudiés. Parce que c'est pas comme très sexy, parce qu'ils sont là, on le voit, c'est pas quelque chose que c'est comme très complexe. Merci. Non, merci à toi. Oui, merci Tatiana, c'est très intéressant la présentation aussi, j'ai apprécié. Je questionnerais les retombées. Les retombées de la recherche, quelles sont-elles ces retombées de la recherche d'un point de vue sur la théorie, d'un côté, et sur la société de Barranquilla? Bon, j'espère que par rapport à la société de Barranquilla, j'espère que ça va être pas important, oui, mais important pour l'entreprise et pour la municipalité. C'est-à-dire, après, j'aimerais bien retourner et faire des exposés. J'ai travaillé beaucoup avec l'entreprise. Ils m'ont donné comme beaucoup d'informations et je pense que et le conseil municipal aussi, il est ouvert à des explications, qu'est-ce qui se passe, pourquoi nous, si on fait toutes les réformes, on est la seule grande ville colombienne à continuer à avoir des problèmes. Et au niveau comme théorique, j'espère contribuer à plusieurs débats actuels, et les débats sur les projets de développement, comme il y en a plusieurs auteurs, et il y a eu même un numéro spécial sur, je ne me souviens pas quelle review, sur les projets en développement en eau de la Banque mondiale et comment eux retravaillent ces géométries de pouvoir. Donc là, j'espère contribuer à ce débat-là. Et deuxièmement, j'aimerais bien aussi contribuer à tout ce débat sur le rôle de l'infrastructure. Et là, il y a par exemple les travaux de Catherine Meehan sur l'infrastructure de l'eau au Mexique. Là, j'aimerais bien contribuer avec l'expérience de Barranquilla, parce qu'on a beaucoup d'interactions des gens avec les compteurs d'eau. On les enlève, on les remet, on cache, on met de la peinture. Troisièmement, je vais contribuer au débat sur la négociation quotidienne. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les quartiers? Comment les gens vivent quotidiennement avec cette manque d'eau ou d'électricité? Et aussi, je vais contribuer à tous les débats sur la matérialité de l'eau, avec toute cette histoire desarrolleuse. Merci beaucoup, Tatiana.